Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... L'un d'entre vous m'avait proposé de faire une vidéo sur Israël. Alors, je l'ai faite, sauf que le problème c'est que c'est quand même un sujet relativement vaste, il faut revenir aux sources, il faut faire un petit peu d'histoire, et puis ça demande aussi de se renseigner un petit peu sur la géopolitique. Géopolitique de l'époque, au moment de la création de l'État d'Israël, les tenants, les aboutissants, les intervenants, les figures de proue, et blablabla, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que la vidéo que j'ai faite, moi personnellement, elle ne me plaît pas trop parce que j'aimerais bien pouvoir peut-être prolonger ou approfondir le sujet, mais pour ça, il faut que j'ai du temps. Et là, actuellement, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur le sujet d'Israël. Sincèrement, ceux qui s'y connaissent, ceux qui connaissent Israël, ceux qui connaissent la géographie, l'histoire, etc., cette vidéo vous servira à rien parce qu'en fait, je ne fais que vulgariser les tenants et les aboutissants de la présence, de la situation d'Israël sur le plan géopolitique. Non, je vais revenir aujourd'hui sur le gros dilemme aujourd'hui, évidemment, le fameux barrage Nova Kakhovka. On vous dit que c'est les Russes. On vous dit que c'est les Russes. Il n'y a que les Russes pour détruire ça. C'est les barbares. Sauf que depuis 48 heures, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias, vous avez des gens qui sont hyper convaincus que c'est les Russes. Alors, remettons un petit peu de géographie. Le barrage se trouve dans une position, en fait, à la limite de la frontière entre le territoire occupé par les Russes et de l'autre côté, les Ukrainiens. Petit rappel, ce barrage a déjà été victime d'un certain nombre de tirs, des tirs ukrainiens. Donc si les Ukrainiens ont déjà tiré sur ce barrage, tu ne tires pas sur un barrage sans des intentions, sans des espoirs, sans une stratégie. Bon, apparemment, ils n'ont pas détruit le barrage. Il n'empêche qu'aujourd'hui qu'il est détruit, on se pose quand même la question, finalement, si on accuse les Russes, est-ce que ce n'est pas forcément les Ukrainiens qui seraient en réalité gagnants? Mais ok, prenons l'hypothèse que ce soit les Russes. Quel est l'avantage? La grande offensive est en train d'avoir lieu. Alors, vous m'excuserez du peu, mais quand on dit grande offensive, en réalité, on se rend compte que ce ne sont qu'en fait des progressions d'unités de façon individuelle vers la frontière, enfin vers le front, finalement, avec l'armée russe. Shoigu, je ne sais plus son nom, qui est le ministre de la Défense russe, a fait lui un état en donnant des détails sur des différentes régions, les unités russes et les unités ukrainiennes engagées. Et en effet, très clairement, on voit bien que c'est une offensive, c'est une tentative de percer, mais de là à ce que ça soit une grande offensive, là on est quand même loin du compte. Alors, imaginons la grande offensive. Ok, cette zone, en effet, nous sommes à la porte de la Crimée. Certains vous diront, oui, c'est les Russes qui ont détruit le barrage pour finalement empêcher ou faire en sorte que les Ukrainiens ne puissent pas progresser finalement dans une zone inondée. Alors ceux qui disent ça, moi je vous invite à poser la question, je dis mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu les forces ukrainiennes qui sont en position dans cette région? Est-ce qu'il y a eu des mouvements récents? Est-ce que ces mouvements correspondent maintenant à justement cette offensive? Et que finalement, toutes ces forces qui ont été regroupées, qui ont été déplacées à cette frontière, à ce front, finalement, ne servent à rien parce que les Russes, ils ont détruit le barrage et puis tout est inondé. Donc évidemment, ça ne facilite pas la progression logistique de l'armée ukrainienne. On n'en sait rien. Personne ne sait. Enfin,
Si certains d'entre vous suivent scrupuleusement les placements, les positions des bataillons, des infanteries, des armes lourdes, des chars limitrophes à la région du barrage, n'hésitez pas à faire partager avec nous vos sources. Donc en réalité, on n'en sait rien. Alors, idem de l'autre côté, est-ce que finalement, les Russes se sont assurés le coup justement d'éviter que les Ukrainiens fassent une offensive de ce côté-là en détruisant le barrage et en inondant la région? Possiblement. Stratégiquement, c'est tout à fait possible. Sauf que, faut admettre quand même que quand vous êtes le conquérant, quand vous êtes l'envahisseur, c'est pas très judicieux. Pas très judicieux puisque vous vous pénalisez, vous tirez une balle dans le pied avec un barrage qui produit de l'électricité. Et puis en plus de ça, le fait que vous inondez la région, vous inondez pas seulement le côté ukrainien, mais aussi le côté que vous êtes censé posséder, c'est-à-dire le côté russe. Ce qui risque évidemment de poser un problème en matière de bonne entente ou de pacification avec les populations, etc. Donc en gros, j'ai envie de dire que c'est les Russes qui ont fait péter le barrage, je ne vois pas vraiment quel est l'intérêt. Encore une fois, si tant est qu'on sache ce qu'il y avait de l'autre côté. Est-ce qu'il y avait des forces, est-ce qu'il y a eu des renforcements de positions militaires ukrainiennes dans le cadre de l'avancée et de la progression de la grande offensive? On n'en sait rien. Maintenant, les Ukrainiens, donc comme je vous l'ai dit, les Ukrainiens, ils ont déjà tapé ce barrage. Quel serait l'avantage des Ukrainiens de détruire ce barrage et d'inonder la région? Peut-être pour faire chier justement les Russes. Ou aussi peut-être pour faire péter le barrage et accuser les Russes. Je veux dire, le Nord Stream, souvenez-vous, quand le Nord Stream a été pété, on nous a joué la même fanfaronnade. Oui, c'est les Russes, c'est les salauds de Russes, ils ont fait péter leur machin. Ouais, mais quel est l'intérêt de faire péter? Parce que de toute façon c'est des cons, parce que c'est des méchants, parce que c'est des dictateurs, etc. C'est des barbares. Alors, déjà à l'époque, souvenez-vous, quand j'en ai parlé, j'avais dit, vous savez que les Russes, quelle que soit la situation géopolitique, sont sous contrat. C'est-à-dire que les contrats qui ont été signés avec les pays européens pour fournir du gaz, la Russie est obligée, par contrat, de fournir le gaz. Or, si vous faites péter le Nord Stream, vous vous engagez à respecter les clauses du contrat, c'est-à-dire de payer des clauses de pénalité, du fait que vous ne fournissez pas ce pourquoi vous avez été payé. Donc en gros, si c'est les Russes qui ont fait péter Nord Stream, c'est quand même con, parce qu'en réalité, ils se tirent une balle dans le pied. Et puis après, on s'est dit, ouais, mais bon, tout compte fait, la méthode, elle ressemble plus à une méthode américaine plutôt que russe. Puisque c'est bien les Américains qui ont tout intérêt à couper les raccordements de communication, que ce soit le pétrole et le gaz, avec l'Europe, pour qu'après, eux, ils mettent l'Europe dans la merde et vendent leur schiste. Voilà, oui. Là, évidemment, il y a en effet une possibilité à qui profite le crime. Sauf que là, on a quand même, c'est le New York Times ou le Washington Post, qui ne sont pas des journaux complotistes, que je sache, qui viennent d'annoncer que finalement, peut-être que le Nord Stream aurait été saboté par les Ukrainiens. Bon, on va être très clair, je pense qu'à mon avis, les Américains essaient d'accuser les Ukrainiens pour éloigner l'hypothèse que c'est bien eux qui ont fait péter le Nord Stream. Sauf que là, avec le barrage, on nous refait la même chanson. C'est-à-dire qu'on essaie de convaincre l'opinion que c'est forcément les Russes qui ont fait péter le barrage. Mais encore une fois, dire qu'ils ont fait péter le barrage, c'est bien, mais il faut expliquer pourquoi. Pourquoi ils l'auraient fait péter?
Dans quel but? Pour emmerder les Ukrainiens. Mais comme je vous l'ai dit, tu fais pas péter un barrage sous prétexte parce que tu veux emmerder les Ukrainiens. Tu pètes un barrage parce que ça fait partie d'une stratégie, parce que ça fait partie d'une situation, comme je vous l'ai dit. Si en effet il y a des forces ukrainiennes qui ont été développées, déplacées, et que les Ukrainiens avaient l'intention de faire une percée par cette voie-là en Crimée, voilà, oui en effet, là on est d'accord que les Russes, stratégiquement, ont eu tout intérêt à faire péter le barrage pour justement empêcher les Ukrainiens de débouler de ce côté-là. Mais j'ai envie de dire inversement, les Ukrainiens auraient tout aussi intérêt, c'est-à-dire qu'en effet, si de cette zone, il n'y a pas de positionnement, il n'y avait pas de progression prévue dans la grande offensive vers la Crimée, dans ce cas-là, peut-être que c'est les Ukrainiens qui avaient tout intérêt à faire péter le barrage pour que si jamais la grande offensive, finalement, ça part en queue de boudin, éviter que des forces russes qui se trouvent en Crimée remontent par la Crimée et remontent justement par cet endroit et finissent par prendre en tenaille les forces ukrainiennes par le nord, par la Crimée. Alors, ce que je vous dis là, attention, c'est pas la stratégie que je pense qui est. Je dis simplement, c'est une stratégie qui est possible et qui expliquerait la raison du pourquoi du comment. Sauf qu'aujourd'hui, il y a aussi une autre option. L'autre option, c'est l'option du false flag. C'est cet art et cette manière qu'ont les Occidentaux à faire péter des trucs ou à faire croire que l'ennemi possède des armes chimiques. On a vu avec Bachar al-Assad, pour convaincre l'opinion et accentuer le point sur le fait que l'opinion ne doit absolument pas s'écarter du fait que de toute façon l'ennemi c'est le russe et que Kiev c'est des anges. C'est des anges parce que c'est eux qui se sont attaqués. Sauf que je rappelle encore une fois, si la Russie a attaqué l'Ukraine, dans ce cas-là, l'Ukraine devrait déclarer la guerre à la Russie. Or, elle ne l'a pas fait. Pourquoi ? Elle ne l'a pas fait parce qu'elle a reçu des ordres de ne pas le faire. Parce que si elle déclare la guerre à la Russie, ça veut dire que dans ce cas-là, la Russie considère que l'Ukraine a déclaré la guerre à l'Ukraine, que l'Ukraine a déclaré la guerre à la Russie et que dans ce cas-là, la Russie est en parfaite légitimité dans les règles internationales de dire moi aussi je déclare la guerre à l'Ukraine. Sauf que le problème, c'est que nous autres, Américains, vous autres, Européens, dans ce cas-là, vous avez le pied dedans. Et là, c'est l'escalade. Or, la situation, en Europe, c'est pas ça du tout. Parce que là, on a quand même un certain nombre de pays qui commencent à être ciblés, comme la Pologne, la Hongrie, la Suède, le Danemark, qui commencent à prendre un petit peu le large sur certaines politiques, et plus particulièrement les politiques d'immigration. Oui, parce qu'on a appris que la Suède, je ne sais plus si c'est la Suède ou le Danemark ou la Finlande, c'est la Suède, sûr, mais après l'autre pays nordique, je me souviens plus, qui viennent de faire passer une loi comme quoi ils interdisent les rituels musulmans pour les fêtes de l'Aïd. C'est-à-dire donc les égorgements pour les célébrations musulmanes. Donc là, ça veut dire que c'est quand même un truc où ça se resserre un petit peu. C'est une aparté. Donc, comme je vous le dis, si déclaration de guerre il y a entre l'Ukraine et la Russie, dans ce cas-là, tous les pays belligérants, comme l'a dit François Asselineau, là, vous avez le jeu des alliances. Ce fameux jeu des alliances qui nous a entraînés en 1914, après l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, dans la Première Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, on ne veut pas aller jusque-là.
pas aller jusque-là parce que économiquement on est dans la merde, politiquement on est dans la merde, géopolitiquement on est encore plus dans la merde. Oui, parce que là on est quand même dans une situation où on croyait réussir à imposer le monde unipolaire aux pays émergents, puis finalement les pays émergents, eux ils décident, non, nous on ne veut pas d'un monde unipolaire, nous on veut notre autonomie, on veut pouvoir dire ce qu'on veut, on devrait pouvoir défendre nos positions, nos intérêts, alors que votre monde unipolaire, non quoi. Sauf que le problème, évidemment, la Russie fait partie des pays, on va dire, piliers qui défendent le principe et l'idée du monde multipolaire, avec la Chine, l'Inde, etc. Donc, ça revient à dire que même s'il y a une grande offensive, alors on va voir ce que ça va donner cette grande offensive, parce que s'ils prennent 1 ou 2 kilomètres et puis que finalement ils prennent 1 ou 2 kilomètres aux Russes, mais avec des pertes assez importantes, parce que comme je vous l'ai dit, les Russes fixent le front, donc ils sont en position défensive, donc évidemment, si vous faites une contre-offensive, c'est vous qui allez au charbon, et c'est vous qui allez vous taper la tête contre le mur. De mon opinion, si l'Ukraine avait voulu faire une contre-offensive, il fallait qu'elle attende d'avoir au moins les moyens, c'est-à-dire de recevoir suffisamment de chars, et surtout de rendre opérationnelles des attaques aériennes, c'est-à-dire d'avoir un soutien aérien. Alors là, je rappelle que les pilotes ukrainiens, ils sont toujours en formation en Angleterre. Enfin, en gros, c'est vraiment un bordel. Ça veut dire n'importe quoi. Donc voilà, ce barrage, oui, dommage, comme d'habitude, vous savez, la guerre, c'est la guerre. Il y a des fois des actes qui sont commis dans des principes, dans des idées stratégiques, mais qu'évidemment, quand ce sont des civils qui sont victimes, tout de suite, on instrumentalise la chose, on dit oui, regardez, les civils, machin, c'est dégueulasse, regardez, les Russes tirent sur les immeubles, blablabla, c'est dégueulasse, c'est des pourris, il y a des morts civiles, etc. Mais j'ai envie de dire à tous ces gens, si on considère que les Russes sont des criminels de guerre parce qu'ils ont tiré sur des immeubles avec des civils, eh bien dans ce cas-là, moi j'ai envie de leur demander, ces gens-là, est-ce que nous pouvons considérer que les Américains et les Britanniques peuvent être considérés comme des criminels de guerre d'avoir bombardé un grand nombre de villes françaises pendant la Seconde Guerre mondiale? Ah! Elle a sa bug. Normal. Oui, parce que dans la guerre, surtout la guerre moderne, les soldats, en règle générale, ils ne cantonnent pas uniquement le champ de bataille que dans des champs. Ils essayent, en règle générale, de se placer dans les hauteurs, etc. Donc forcément, les hauteurs, c'est quoi? C'est des immeubles. Donc vous avez des observateurs, vous avez des snipers, vous avez des informateurs d'artillerie. Donc quand vous savez qu'ils peuvent être dans les immeubles, vous connaissez le principe, vous essayez de débusquer les mecs, sauf que soit vous y allez à la manière douce, c'est-à-dire vous envoyez des commandos pour essayer de les dégommer, soit vous y allez à la manière dure, c'est à vous bombarder. Comme ont fait les Américains et les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, comme ont fait les Américains à Bagdad, en envoyant des missiles et qui ont tué des civils. Ah oui, la guerre propre, on essaie de faire des tirs chirurgicaux pour essayer de limiter les pertes civiles. Oui, il n'empêche que c'est toujours des pertes civiles. Mais évidemment, quand c'est les Russes qui tapent, c'est des criminels de guerre. Nous ne sommes jamais des criminels de guerre. Nous ne sommes jamais des criminels de guerre quand nous avons fait de l'interventionnisme. Nous ne sommes pas des criminels de guerre quand nous avons lancé des bombes ou des missiles sur des villes, que ce soit en Libye, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Syrie, que ce soit en Somalie, que ce soit même au Yémen. Oui, parce que, on va être très clair, les Saoudiens, ils ne sont pas tout seuls.
eux aussi, ils ont le bénéfice de conseillers américains. Donc la guerre moderne, elle est dégueulasse. Alors en plus, quand vous rajoutez que vous n'avez pas à cracher sur le fait de faire partie dans l'armée des gens qui sont un petit peu fêlés, qui sont des tarés, qui sont des nationalistes, alors là je dirais bien, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien, après vous avez toutes ces exactions, tout comme les exactions qui ont été révélées en 2006 ou 2007 par Wikileaks sur ce qui s'est passé en Irak, commis par des Américains, armée américaine, comme aussi des mercenaires de la société Blackwater, par exemple, qui est devenue Academia, peu importe. Donc, de toute façon, il y a tellement d'intérêts géopolitiques, et puis il y a tellement de gens qui se sont engagés de toute façon à vouloir détruire la Russie, à vouloir la posséder, la dépecer, la soumettre, que vous allez entendre tous les discours possibles et imaginables, tous les discours qui alimentent la démagogie, tous les discours qui alimentent les fantasmes. Alors attention aux fantasmes, aussi bien côté russe que côté ukrainien. Parce que de toute façon, cette guerre, c'est une guerre par procuration. Entre le monde occidental unipolaire qui veut imposer son nouvel ordre mondial et le monde multipolaire qui, pour certains, ne sont pas contre le nouvel ordre mondial. Mais ils veulent leur part, ils veulent leur reconnaissance, ils veulent leur part du gâteau. Sauf que les Occidentaux ont décidé de ne pas donner de part du gâteau ni à la Russie, ni à la Chine. Ils veulent le pouvoir absolu. Donc vous comprenez que des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, un certain nombre de pays d'Asie, ils se disent mais non, nous on ne veut pas être soumis aux Américains. Tout comme nos pays européens aujourd'hui sont de plus en plus soumis à l'Union européenne. Je rappelle, et je ferai référence à une vidéo sortie par François Asselineau, qui nous reparle justement des fameuses GOPÉ, c'est-à-dire ces fameuses grandes orientations de politique économique. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Allez-y voir si vous savez toujours pas ce que c'est que les GOPÉ, qui sont, comme on l'a déjà dit, même sur cette chaîne, qui sont des recommandations, mais qui en réalité sont bien des ordres de mission imposés presque aux États. Donc voilà pour cette affaire de ce barrage. Maintenant, je vous laisse avec ma vidéo que j'avais faite sur Israël. Alors attention, encore une fois, je ne suis pas historien, je ne suis pas spécialiste géopolitique. Ce que j'explique là, c'est vraiment de la vulgarisation pour comprendre que Israël, c'est un cas particulier, c'est un pays sensible, qui a ses sensibilités, qui a ses intérêts, ses conflits d'intérêts, dans une région où malheureusement, c'est plutôt très compliqué d'imaginer qu'on puisse un jour considérer de prendre parti pour l'un ou pour les autres, parce que malheureusement, ça serait avec pertes et profits, et je dirais même déclencheur peut-être d'une autre guerre, une guerre israélo-arabe, où encore une fois de plus, nous serions des co-belligérants dans l'affaire. Voilà pour cette vidéo. J'espère que la pluie ne vous a pas trop gêné. J'espère que le son passe bien avec ce petit micro. Et qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo face à une demande de l'un d'entre vous qui m'a demandé de faire une vidéo sur Israël, et plus particulièrement sur l'époque de la création d'Israël avec les pères fondateurs d'Israël. Alors, c'est compliqué.
C'est compliqué parce que, déjà, premièrement, je suis pas historien, et deuxièmement, parce que sur Internet, il y a pas mal de gens qui vous font un petit peu l'historique, à la fois l'historique du peuple juif, ce qu'on appelle d'ailleurs le peuple d'Israël, et la création d'Israël, etc. Alors, très rapidement, la compréhension d'Israël aujourd'hui dans l'enjeu géopolitique du monde est assez particulier. Et pour cause. Premièrement parce que Israël, c'est le pays d'un peuple qui a une histoire, et non des moindres. Une histoire qui s'étale sur plusieurs millénaires. Abraham, le sacrifice de son fils, Moïse, l'exode vers la terre promise, cette fameuse terre promise donc qui deviendra Israël, donc d'où le nom de peuple d'Israël, fondation de Jérusalem, l'époque Salomon, l'époque du roi David, puis le déclin, puis les conquêtes, puis les reconquêtes, etc., jusqu'à l'époque, même avant même l'avènement et l'ascension de l'islam à partir du 7e siècle, qui va rajouter évidemment un conflit, on va dire, sur cette terre, plus particulièrement de Jérusalem, et l'époque contemporaine, à partir du 19e siècle, où, à force d'affaiblissement des forces, à force d'influence des jeux géopolitiques, des pouvoirs, des hégémonies, des colonisations occidentales, tout comme les guerres et les conflits des empires d'Orient et d'Occident, va faire que finalement, la terre d'Israël qui va devenir donc la Palestine dont je rappelle n'a jamais été un pays autonome, un pays indépendant, un pays souverain, c'était souverain des califats, c'était des petits royaumes, des petits États, on va dire, qui à force de guerre, à force de conquête, etc., va à un moment donné voir l'arrivée d'influences d'autorités occidentales, tout comme par exemple le Liban a été sous contrôle français. Alors c'était pas des colonies, mais c'était des administrations territoriales, on va dire, françaises, et ce qui était Jérusalem et la Palestine étaient sous administration britannique, si ma mémoire est bonne, à l'époque, ou tout du moins à la sortie de la Première Guerre mondiale, suite à la défaite évidemment de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire ottoman. Parce qu'eux aussi ont eu des influences dans ces régions pendant un temps. Mais ce qui évidemment nous intéresse, c'est ce qui s'est passé à la fin, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Parce que là, les choses se sont accélérées. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que même pendant la Seconde Guerre mondiale, et avant la Seconde Guerre mondiale, et à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu des politiques, il y a eu des influences, il y a eu des intellectuels israéliens, pas israéliens, mais juifs, pardon, qui ont fait pression, qui ont réclamé, qui ont exigé, qui ont demandé à ce que la communauté internationale se décide à opter pour la création d'un État d'Israël. Et il aura fallu attendre, et malheureusement, la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1947 je crois, pour qu'enfin soit instituée la création de l'État d'Israël avec l'adoubement de la communauté internationale, puisque le peuple juif, évidemment, a joué énormément d'influence sur le fait que, pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit Washington, que ce soit Londres, ils étaient parfaitement au courant de ce qui se passait pour les juifs européens. Ils étaient parfaitement au courant de la politique de solution finale du Troisième Reich, de ce qu'on appelle la Shoah. Et malheureusement, malgré des interventions indépendantes, des interventions locales, comme on a eu en France. En France, vous avez des cheminots qui étaient parfaitement conscients de ce qui se passait et qui ont fait du sabotage, qui ont essayé de ralentir le processus, etc. Donc, là-dessus, il y en a. Hein. On parle souvent de la collaboration des fonctionnaires de l'État français, de l'État collaborationniste français, mais parmi eux, il y a quand même eu des gens qui ont participé, qui ont contribué à ralentir, malheureusement, avec leurs moyens, l'inévitable. Donc,
alimenter le sentiment de culpabilité pour, à un moment donné, légitimer la création de l'État d'Israël. À partir du moment où l'État d'Israël a été créé, évidemment, ça a généré pas mal de problèmes. Premier problème, le peuple juif a enfin son pays, son territoire, sa souveraineté, sa territorialité et ses frontières. Sauf que les frontières, la terre, c'est quand même la Palestine. Mais là encore, même encore aujourd'hui, vous avez des gens qui militent pour libérer la Palestine. Mais la Palestine n'a jamais été un pays, n'a jamais été un pays autonome. Enfin, de mémoire, ça a été une région administrée par des tierces où à l'intérieur il y avait des petits royaumes, etc., comme on a connu dans l'histoire de France, où la France était un ensemble de royaumes soumis au roi, soumis à la monarchie française. Tout comme vous avez, on parle des États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis d'Amérique, ce sont 50 États qui ont signé leur appartenance à l'Union, mais chaque État a quand même encore sa liberté, son autonomie de gérer, de légiférer comme bon lui semble, suivant un certain nombre de principes, sur un certain nombre de thématiques, etc. Donc, la Palestine en tant que pays n'a jamais existé réellement. Donc, Free Palestine, le problème, c'est quand sur une terre, vous avez deux peuples qui sont malheureusement par défaut antagonistes, même si on est d'accord qu'une grande majorité de juifs sont pour la pacification des relations avec la Palestine, tout comme il y a une majorité de Palestiniens qui voudraient une pacification de relations avec le peuple juif. Malheureusement, ce sont toujours des minorités qui viennent foutre le bordel. Même le bordel au sein même d'Israël. Puisque aujourd'hui, je rappelle que Netanyahou a été réélu Premier ministre d'Israël avec des alliances des partis nationalistes. Ou ultra-conservateurs, si vous préférez. Plus, vous rajoutez là-dessus les influences évidemment du sionisme. Ça, c'est un autre sujet, un sujet qui est très tabou, qui est très particulier, sur lequel j'ai déjà parlé, sur lequel il faut savoir faire des différences. Le fait est, c'est qu'évidemment, dès qu'Israël a été créé, Israël était menacé. Était menacé par certains pays arabes, plus ou moins en soutien, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, avec les Palestiniens. Donc très rapidement, des gens comme Ben Gurion, des gens comme Golda Meir, des gens même après comme Moshe Dayan, etc. Ce sont des gens qui ont été obligés par défaut de prendre des politiques, de prendre des positions radicales. Des positions radicales qui ont amené à un moment donné à imposer même à la communauté internationale de dire attention, nous voulons protéger notre souveraineté, nous voulons protéger notre peuple, donc quiconque se met sur notre chemin dans ce projet sera considéré comme notre ennemi, sera considéré comme antisémite. D'où la raison pour laquelle les relations, que ce soit avec l'Europe, la France, la Grande-Bretagne ou même Washington avec Israël, restent toujours particuliers. Qui plus est, de par ce positionnement de renforcer la position souveraine et la protection du peuple d'Israël, on se souvient, je fais référence, si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir ce film de Steven Spielberg, Munich, qui est bien dans cette présentation, dans cette optique de voir cet État ne pas se laisser marcher sur les pieds, et ne pas tourner la tête ou tourner les talons dès qu'il se fait agresser, non, au contraire, d'avoir des réponses fortes, des réponses brutales, des réponses violentes, pour bien affirmer qu'ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Donc très rapidement, oui, c'est un État qui s'est donné des moyens. Alors, parmi ces moyens, on a évidemment des conflits qui ont démontré la détermination, que ce soit la guerre des 6 jours, que ce soit le conflit dans le Golan, ou même encore aujourd'hui, l'extension plus ou moins militée par le gouvernement israélien des colonisations sur des territoires palestiniens. Et puis, évidemment, on ne peut pas parler du positionnement d'Israël à l'échelle géopolitique et en matière de renseignement et d'espionnage sans parler évidemment du Mossad. Le Mossad aujourd'hui a une certaine sacralité qui fait que même les services de renseignement français, britanniques ou américains, de temps en temps, ont une fâcheuse tendance à fermer les yeux sur les actions même du Mossad, parce qu'encore une fois, les relations
avec l'État d'Israël reste plus ou moins délicate, reste plus ou moins difficile. Et d'où la raison pour laquelle les gouvernements successifs plutôt conservateurs ont plus ou moins joué à l'encontre des conseils, à l'encontre des revendications de la communauté internationale, plus particulièrement concernant l'expansion des colonies sur le territoire. Donc du coup, ça se regarde un petit peu comme des chiens de faïence, ou des chats de faïence, je me souviens plus de l'expression, entre Israël et la communauté internationale. De fait, comme je vous l'ai dit, de sa situation géopolitique, entourée par des conflits d'intérêts des pays arabes, que ce soit des pays arabes musulmans sunnites ou chiites, et plus particulièrement chiites, les chiites étant beaucoup plus véhéments contre l'État d'Israël que les sunnites sont parfois un petit peu plus complaisants, et d'ailleurs preuve en est qu'avec le conflit avec le Yémen, l'alliance contre nature entre Israël et l'Arabie Saoudite en est bien une démonstration que de temps en temps, par opportunisme, on peut ranger dans sa poche ces petits différends pour trouver des intérêts communs. Intérêt commun qui est que, évidemment, le sunnisme lutte contre l'hégémonie, contre la présence, contre l'influence chiite dans la région. Donc voilà, aujourd'hui, Israël, c'est un cas particulier, c'est une situation particulière, c'est une situation qui peut parfois même être explosive, même si, encore une fois, comme je vous le dis, comme d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de pays, la grande majorité des Juifs ne sont pas à l'image des décisions politiques et géopolitiques du pays. Donc, Israël restera un partenaire particulier, avec des antécédents particuliers, et avec qui il sera toujours difficile de gérer, du fait aussi des ramifications qu'il y a à l'échelle internationale, c'est-à-dire de la présence communautaire de la communauté juive, même si, j'insiste bien sur ce détail, aux États-Unis, si on parle de lobby juif, le lobby juif est assez éloigné des intérêts ou des influences des intérêts d'Israël. Je dirais que le lobby juif aux États-Unis est plutôt une entité indépendante par rapport aux activismes politiques et idéologiques qui peuvent éventuellement provenir d'Israël. Ce qui n'est pas le cas par contre en Europe, où en Europe, les présences communautaires, les activismes, les associations juives sont en revanche très en lien avec le gouvernement ou les autorités ou les intérêts, on va dire, israéliens. Donc voilà ce que je peux moi vous dire sur Israël. Bien évidemment, j'ai fait l'impasse sur des détails, j'ai fait l'impasse sur l'histoire pour comprendre parfois les tenants et les aboutissants, mais j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur le particularisme. Et après, c'est une prise de position, ce sont des préférences personnelles qui forment le jugement ou la considération qu'on peut avoir à l'encontre ou au profit de Israël. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.